Les Los Angeles Lakers sont éliminés des playoffs. Quatrième défaite de Los Angeles contre Minnesota en 5 matchs. Une victoire 103-96 des Timberwolves. Et surtout, Shai, une masterclass de Monsieur Rudy Gobert. 27 points, 24 rebonds, le meilleur match de playoff de sa carrière. Une domination terrible pour Los Angeles, magnifique pour Minnesota, de la part de Gobert des deux côtés du terrain, 9 rebonds offensifs, une présence dans la raquette, autant dans la sienne que dans celle de ses adversaires, qui a vraiment fait une grosse différence sur ce 5e match de la série. C'est marrant parce que en 2 jours de suite, les 2 joueurs considérés, par leur père comme les plus surcotés ont fait gagner la série à leur équipe. Tyrese Haliburton pour Indiana et Rudy Gobert, ils étaient pas tout seuls, on est d'accord, hein, mais ont fait des performances qui indiquaient que le résultat du vote était peut-être, un peu erroné. Rudy était incroyable, c'était pas simple pour lui depuis le début de la série, hein, on en avait parlé. En attaque, c'était pas simple. En attaque évidemment, parce que là, ça a été un récital. Ils l'ont alimenté, suralimenté et il en a profité. Il a montré qu'il était tout à fait capable, d'exploiter une situation, très favorable. Les Lakers, ont été, j'ai pas les termes à l'intérieur, la Bah, bah, différence était ils ont fait le choix de jouer petit en fait. Les Lakers ont complètement écarté Jackson Hayes de la rotation, ont misé sur un 5 small ball tout du long, ce qui pouvait se défendre d'ailleurs. Et la réaction de Minnesota, ça a été, et c'est là où c'est fort, ça a été d'alimenter Rudy Gobert. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait. C'est pas la ouais. première fois que Rudy Gobert il est opposé à des small ball en fait. Ça fait des années que les équipes adversaires du Jazz ou des Timberwolves décident de jouer Mmh. petit. Sauf que déjà Gobert, depuis le début de la série, défensivement, il tient plutôt bien le choc, même quand il est écarté au large. Et c'était encore le cas ce soir-là. Il punit d'ordinaire pas vraiment en attaque, mais à la fois parce que des fois ça vient de lui, et à la fois parce que des fois il n'est pas alimenté en ballon. Et là, il a été alimenté en ballon. Ouais, ça fait la différence et après est-ce que c'est lié au fait que l'équipe dans son ensemble était assez maladroite, hein? C'est deux équipes qui ont été Mm. maladroites, hein, sur ce match, c'était assez terrible. Le début du 4e quart-temps, je sais pas au bout de combien de temps il y a un panier, tu as l'impression qu'ils vont plus jamais marquer le moindre panier. Le fait qu'Anthony Edwards, était dans un soir compliqué là-dessus, mais ait réussi à quand même être impactant ailleurs, hein. Il a fait des passes, il a défendu, il a pris des rebonds importants et beh, qu'ils se sont retrouvés à peut-être responsabiliser plus, Rudy, à l'alimenter, plus et ça a fait une différence énorme. Donc il y a l'attaque et tu le disais, la défense, il a été encore très, très fort et il met un contre important à la fin. Il défend, au large, sur l'homme de manière, vraiment, comme un quadruple meilleur défenseur de la saison et ça a été, alors pas contagieux parce que c'est une équipe qui est bonne défensivement de toute façon, mais ils ont tous après bien défendu à l'image de ce qu'ils font sur la série, hein. De toute façon, c'est aussi là-dessus qu'ils ont, je pense, battu les Lakers. C'était dans les questions quand on avait fait la preview de la série, c'était est-ce qu'ils sont capables de retrouver leur niveau défensif de la saison dernière en playoff, de le tenir sur toute la série contre une équipe où il y a LeBron et Luka? Bah, la réponse, la réponse, c'est oui, parce que victoire 4-1 alors que l'essentiel des gens les donnaient les Lakers favoris ou une série serrée. Ça n'a pas été une série vraiment serrée, Minnesota, surtout sur les 4e cartons. Je sais pas si tu avais vu, Ouais, alors j'ai plus la stat, mais si, le c'est tir ça. Moi, je l'ai. J'allais te dire justement, c'était une série serrée sur 3 cartons. Minnesota gagne la série de 42 points en cumulé, donc c'est quand même serré sur l'ensemble des matchs. Mais 42 points, c'est aussi l'écart qu'il y a dans les quatrièmes cartons. Les deux équipes, elles ont fait jeu égal pendant 3 cartons ouais. sur toute la série. Et par contre, plus 42. Et ce qui est intéressant, c'est que Minnesota, c'est pourtant l'une des plus mauvaises équipes dans le clutch time. Les Lakers avec LeBron, Luka et Austin Reeves, on aurait pu penser, et moi c'était mon point de vue, j'ai été dans le faux là-dessus, on aurait pu penser que cette équipe allait justement faire des différences dans le Money Time. Et c'est exactement l'inverse qui s'est Mmh. produit. Et il y a la défense, et moi je le répète encore une fois, je trouve que les Timberwolves en fait ont à chaque fois réussi à marquer suffisamment de points, et notamment dans les moments clés. Ils ont trouvé des solutions offensives. Il y a eu un match, ça a été l'adresse extérieure. Il y a eu un match, ça a été Anthony Edwards. Il y a eu un match où ça a été Julius Randle qui a été très bon, qui encore une fois d'ailleurs hier Ils ont soir est été très très bon dans bons, le quatrième très, très carton. bons. Dans le quatrième carton, il a des match-ups, il les exploite, il est fort, il met ses points. En fait, Randle, il est très bon dans ce rôle-là, avec un rôle un peu moins, avec un peu plus secondaire, où on lui dit tu joues tes ISO, mais pas tout le temps, tu les joues quand il faut. Il le fait très bien et Rudy Gobert, évidemment, en attaque a été une solution. Un match à 27 points de Rudy Gobert en playoff. Déjà, un match à 20 points de Rudy Gobert en playoff, on n'avait pas vu ça depuis 4 ans et je pense qu'à 27 points à ce stade, on ne l'attendait même pas.
Et effectivement, il met ses 27 points. Et le Money Time, je le répète, c'était l'une des pires équipes de la ligue dans le clutch time. Le Money Time a complètement tourné à l'avantage de Minnesota. Encore cette nuit, d'ailleurs. Alors que McDaniels finit pas le match, hein, il me Ouais, semble. ouais. Il a pris sa 6e faute. Finney-Smith non plus pour les Lakers. Finney-Smith Chacun a non pris plus. ses fautes. Randle, je suis content qu'on vienne sur Randle parce que je l'ai souvent je l'ai défendu un peu contre vents et marées, même quand lui-même donnait pas beaucoup de munitions pour être défendu quand il forçait beaucoup avec les Knicks en sortie de ses très bonnes saisons. Il a fait des très bonnes saisons avec les Knicks, mais derrière en playoff, son historique était vraiment compliqué. Là, tu as raison, ce rôle un tout petit peu plus en retrait, parce qu'il est pas si en retrait que ça. Hein. À chaque fois qu'il est appelé. Moins le ballon, moins d'ISO, c'est ça que je voulais dire. Il a moins d'ISO. Ouais, exactement. Et je sais pas, même chez lui, il y a une forme de sérénité qu'il n'y avait pas avant. Tu vois, les paniers, il les met derrière, et il n'exulte pas, c'est propre, c'est concentré. Je pense qu'il a. C'est un peu cliché, mais est-ce que c'est pas la campagne de playoff de la maturité, enfin, pour Julius Randle après. Enfin, ses stats, elles étaient terribles au niveau de l'adresse. Ça a toujours été compliqué pour lui. Il a vraiment été déterminant. Puis il y a même. Tu vois, sur la fin, tu as même un panier à 3 points de Mike Conley dans le corner. Enfin, plus personne s'y attendait. Il y a des trucs comme ça tu te dis, bon, voilà, la série, elle est pour Minnesota. Il y a tout qui va. Ils ont limité offensivement les Lakers. Alors, juste pour revenir sur le fait qu'ils n'ont pas été clutch, les Lakers, je les ai trouvés encore tellement fatigués à la fin. Pareil, sur les visages et dans l'attitude, LeBron, le pauvre presque, bon, il a pris des impacts aussi. À un moment, il y a DiVincenzo qui lui met une espèce de raffut dans les côtes. Il se fait un peu mal au genou. Luka, je ne l'ai pas trouvé très frais à la fin. Il met un petit panier ou deux difficile, mais c'est voilà, en termes de mobilité. Il rate un lay-up. Bon, il râle derrière en demandant une faute, mais il rate un truc qu'il rate jamais. Je les ai trouvés crevés, quelle qu'en soit la raison. Est-ce que ils ont trop été utilisés juste avant? Est-ce que la manière dont la rotation était faite les a pénalisés sur ce plan-là? Je ne sais pas. Ils auront toute une intersaison pour réfléchir à une meilleure formule dans tous les cas. Hein. À l'intérieur, ils ne peuvent pas rester comme ça. Et même peut-être autour, réfléchir à comment entourer un peu différemment le tandem Luka-LeBron, qui a montré des bonnes choses. L'idée n'est pas de dire ça a été dramatique. Quel échec du projet. Non, il y a eu une demi-saison et une campagne où on les a peut-être vus un peu trop beaux par rapport à ce qu'ils ont été capables de faire. Mais l'intersaison va être intéressante pour eux. Ouais, tu soulignes un truc très juste, la fatigue. Les quatrièmes quart-temps, d'ailleurs, si tu es mauvais dans les quatrièmes quart-temps, c'est aussi parce que tu manques de fraîcheur. La différence entre le banc de Los Angeles et celle de Minnesota est impressionnante. Au final, les Timberwolves ont vraiment 3 joueurs qui sortent du banc, qui tout au long de la rencontre vont t'apporter des choses. Là, Redick, il a semblé manquer de solution, je pense, sur l'ensemble de la série, sur ce match aussi évidemment. Théo soulignait le fait que Dalton Connect n'a pas joué, et je vais le rejoindre parce que moi, l'impression que j'ai eue notamment dans ce quatrième quart-temps, c'était très serré. Los Angeles, à plein de moments, pouvait caler des runs. Et tu vois, c'est pour ça que je parle. Tu vois, la défense de Minnesota est excellente, mais en fait, LA a eu plein de bons tirs, énormément de tirs dans le corner, ouverts. Tu vois, en fait, ils ont fait le taf. Luka, il bat son vis-à-vis, il trouve la bonne passe parce qu'il y a une aide, parce que oui, ça défend bien à Minnesota, on fait venir les aides, mais tu vois, il y a la bonne passe, et en fait, tu peux tuer cette équipe comme ça. C'est comme ça que Dallas a tué Minnesota l'an dernier, en fait. Tu as la bonne aide et tu as les shooters dans le corner, tu as la menace verticale. Là, il n'y a ni la menace verticale qu'il va falloir trouver, donc le Derek Lively ou le Daniel Gafford des Lakers, ça, il n'y a pas. Et surtout, ça manque cruellement d'adresse. 11 sur 37 au tir. Et moi, j'ai eu l'impression que tous les ratés à 3 points, en fait, au bout d'un moment, moralement, ça a tapé sur. J'ai l'impression qu'à 5 minutes de la fin, les Lakers, ils ont abandonné, même quand c'était pas encore joué. Tu sais, à force de rater, Rui Hachimura, je crois, sa dernière tentative à 3 points, c'est un airball. Alors il est seul dans le corner. Et Hachimura, il fait un bon match. C'est un des rares qui en met des 3 points. Tu vois, il en met 5. Mais tu vois, celui-là, il est symptomatique. Je pense qu'il le prend. Il y a un peu de pression, alors qu'il est complètement ouvert. Tu vois, il y a la pression de l'enjeu du moment. Il y a la fatigue. Il met un airball. Et, tu vois, Finney-Smith en a raté. Enfin, il n'y a pas. Austin Reeves est terrible. Ma déception du match, bon, sur la série, pour regarder dans le détail, même sur la série, c'est la déception de la série. On l'attendait vraiment en troisième option. Trop de pression. Top. Et ouais, je sais pas si c'est la pression ou quoi, mais ça a été décevant. Là, 12 points, il fait 2 sur 10 à 3 points, je crois. Ouais. 2 sur 10 à 3 points, c'est
c'est insuffisant alors qu'il est censé, il a passé un cap en saison régulière et globalement, tu vois, ça me fait penser sur l'ensemble des séries, heu, l'intensité, la dureté, tout ça, c'est tellement, enfin, il y a des joueurs qui ont plus de mal à l'appréhender, j'ai l'impression. Reeves, là, pour l'instant, là, sur cette campagne de playoff, ça a été le jour et la nuit pour moi là-dessus. Il a eu vraiment des difficultés. Ouais, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Bah, il termine à, j'ai ses stats là, 16 points, 41% au tir, 32% à 3 points Mmh. en plus de 9 tentatives. Donc 32 en plus de 9 tentatives, c'est quand même pas dingue. Et si souvent j'ai vu passer, tu sais, sur Twitter, on voit un peu le nombre de passes de Luka Doncic. Bah tiens, il fait moins de passes que d'habitude. C'est parce que en fait, il y a surtout les mecs mettent moins que d'habitude. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de tirs ratés sur des passes de Luka Doncic. Et c'est vrai que du coup, Connect, je pense, ça aurait été intéressant à un moment de le lancer. Il est bien sûr que c'est pas un très bon défenseur, c'est un jeune joueur expérimenté, mais tu vois, il est pas non plus tout petit. Il a un certain gabarit, il se serait donné. Je pense qu'il a faim. Ça aurait été vraiment intéressant. C'est le genre de mec qui peut te mettre 3-4 paniers à 3 points en 2-3 minutes et tu relances complètement. Parce que Ou cette alors, série, moi, je l'ai trouvée serrée en fait. Tu vois, elle s'est jouée en 5 matchs. Mais si tu regardes bien, le premier match, les Lakers ne se sont pas préparés, ok, c'est leur problème, ils se prennent une gifle. Le deuxième, ils réagissent. Le troisième, Luka, il est malade. Le quatrième, ça se joue à rien. Ça se joue à des erreurs, à un quatrième quart-temps où ils sont fatigués, ils mènent de 10 points, à une faute d'arbitrage, à une erreur d'arbitrage, tu vois, à un replay. Alors, j'enlève rien aux Timberwolves, tu vois, sur ce match. Mais tu vois, ça se joue à rien, en fait. Et même ce match-là, il se joue à pas grand-chose. Donc, cette série, elle est vraiment serrée. Et ils perdent, ils peuvent avoir des regrets, je pense, quand même. mais pour Connect, en fait, je me demande si, bon, il y a eu la visite médicale et tout, ils ont eu des soucis, mais tu as vu le tweet de Mark Williams à la fin? Et après, il a mis un gros smiley, genre, bon, bah, vous auriez peut-être dû valider l'échange avec Connect si c'était pour pas le faire jouer. Parce que l'échange en lui-même, moi, j'étais pas ultra pour l'échange Williams-Connect, hein. Je pense que c'est Mais le pic, le problème de l'échange, hein. C'est ouais, ça qui oui. fait le marché arrière, hein. C'est Nick, c'est pas Mais si Connect. c'est pour ne pas faire jouer du tout, ils ont donné l'impression finalement que, allez, Connect, on va peut-être compter sur lui et voilà, ça a pas été utile. Un Mark Williams, une menace verticale comme tu le disais, bon, c'est des pistes de réflexion pour la saison prochaine, on n'est pas là. Là, l'élimination est bon, dès le premier tour, tu as eu tous les analystes d'ESPN dans leur vote d'avant, dans leur pronostic d'avant-série, tout le monde avait mis les Lakers. Nous, on avait tous, je crois, débouché au Ouais, final sur, c'est qu'ils ont été décevants quand même parce que ouais. même si on a pas assez respecté peut-être Minnesota, les Lakers ont quand même été décevants. Je suis d'accord. Moi aussi, je pense que c'est quand même une déception pour les Lakers de sortir au premier tour. C'est la première fois qu'une équipe des Lakers sort au premier tour en ayant terminé dans le top 3 de sa conférence. Donc, c'est quand même voilà, c'est anecdotique, mais c'est historique, mais dans le mauvais sens du terme pour la première campagne de Luka. Après, si je suis aujourd'hui un fan des Lakers, j'ai quand même des raisons d'être optimiste parce que oui, J.J. Redick, je pense qu'il a fait quelques erreurs de coaching. Il a montré qu'il était un coach inexpérimenté aussi à ce niveau. Euh, Lui-même l'a dit, il a dit je peux faire mieux. Je reviens sur Connect, mais le mec il fait 6-6, ça fait combien ça? C'est 6-6, c'est quasiment 2 mètres en fait. Tu vois, vraiment, je pense Connect aurait été intéressant de le lancer sur la série, de voir. Donc il y a des petites erreurs comme ça a montré que l'effectif, effectivement, il a des limites. Donc aujourd'hui, il y a un boulot à faire pour l'intersaison. Et en plus, les cibles, c'est pas comme certaines équipes où tu sais même pas exactement ce dont tu as besoin. Là, c'est très clair. Un pivot qui est capable de protéger le cercle et de roll sur pick and roll et des 3&D, si possible, même plus 3 que D, mais bon, si c'est les deux, c'est bien. Et avec ça, tu sais que les Lakers, si LeBron continue, les Lakers seront, et que Luka arrive dans une vraie condition physique, au moins la condition physique qui a été la sienne sur toutes les saisons, sauf celle-là, où il s'est blessé, tu auras une équipe des Lakers qui sera très, très intéressante. Je te relance sur Minnesota, tu as dit on les a pas assez respectés, je pense que tu as raison. Anthony Edwards, il a quand même sorti coup sur coup en playoff Devin Booker et Kevin Durant, Nikola Jokic, et là il fait LeBron James, Luka Doncic. Alors oui, il fait un match terrible en termes d'adresse, 0 sur 11 à 3 points, 15 points, 11 rebonds, 8 passes. Ah, mais tout le reste, Mais quel joueur quand même, quel ouais, joueur. tout le reste en dehors de l'adresse. Alors, La c'est important pour lui, défense. c'est un joueur, c'est un gros scoreur, hein. C'est un mec qui fait des matchs à 40 points en playoff, mais ouais, la défense, même le leadership un peu imperceptible où tu le vois, il Ouais, rameutait c'est tout le du monde. Boris. La défense évidemment, il s'arrache sur des rebonds, il fait des passes, il va arracher des ballons, enfin il intercepte des ballons. Ouais, il est impressionnant et c'est là que c'est bien, c'est qu'il c'est pas juste un scoreur, il fait tellement d'autres choses
et il n'est pas encore à pleine maturité, à pleine puissance, même si là, quand même, commence à se rapprocher gentiment de quelque chose d'assez incroyable de son côté. C'est la preuve qu'on peut faire un super match en shootant à 0 sur 11 à 3 points et 5 sur 19 dans l'ensemble. Voilà. Tu sais, en fait, Minnesota, c'est une équipe d'hommes. Je vais tourner ça comme ça, c'est une expression un peu surfaite, mais je trouve que ça définit très bien les Timberwolves. C'est vraiment une équipe, c'est des bonhommes et ça lâche pas. Tu sais qu'il va y avoir un niveau d'intensité qui sera plus ou moins toujours le même. Et même pour eux, c'est encourageant. Tu gagnes en ayant shooté à 7 sur 47 à 3 points. C'est absolument cataclysmique comme adresse. Et ils gagnent ce match. Non, franchement, c'est Il y avait fort. Rudy pour prendre les Ouais, et rebonds à Rudy chaque fois. prend tous les rebonds. 9 C'est rebonds offensifs. sa performance quand même, enfin, je crois que sur le plan historique, faire autant de points, autant de rebonds à 80% d'efficacité, enfin, c'est sur un match qui décide d'une série, enfin sur le dernier match d'une série, c'est quasiment du jamais vu. Même Shaq qui s'est étouffé, Ouais. je sais pas si tu as vu la séquence et il dit: «Je dois le reconnaître, ça me fait mal de le dire» et là il fait: «Oh», il fait semblant de s'étouffer et de s'étrangler et il dit: Rudy Gobert domine et c'est ce qu'on appelait de nos vœux depuis des années. Voilà. Même Jacques, qui est le pire hater possible de Rudy quasiment, a reconnu que c'était un match incroyable de sa part. Allez, je te propose qu'on enchaîne sur le potentiel futur adversaire de Minnesota, Ouais, c'est-à-dire que ça va se jouer entre Houston et Golden State. Et pour l'instant, Houston est toujours en vie. Houston a gagné le Game 5 qui était à Houston. Victoire des Rockets 131-116. Alors, ça termine à 15 points d'écart, mais en vrai, c'est un blowout à tel point total. que Steve Kerr, à 17 minutes 18 de la fin du match, il a sorti tous ses titulaires. Allez, rideau, il y avait 29, je ne sais plus exactement, 29 points d'écart, je crois. Non mais 29 points d'écart à ce moment-là. qu'est-ce que c'était que ce match des Warriors là? J'ai l'impression de voir une équipe qui a dit: «Non, bah, de toute façon, on finira le taf à la maison, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à» eux, ils ont l'air d'avoir envie de cavaler, de nous rentrer dedans, non, bah, non, non merci. Alors non merci, on va passer notre tour. Quand ils reviennent à la fin, enfin quand ils reviennent, ils réduisent l'écart, c'est avec les remplaçants, hein, avec Moody et compagnie. Et ce qui pousse d'ailleurs Udoka à mettre ses titulaires pendant quelques minutes, histoire d'assurer l'écart. Mais les Warriors, enfin c'est non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette prestation. J'espère qu'ils sont pas dans un calcul et que ça va pas, enfin que ça va pas leur porter préjudice parce que les Rockets, ils vont mettre le même niveau d'intensité et de méchanceté, de dureté. Parce que Draymond Green dit: «Ouais, ils ont ciblé le pouce de Steph Curry». Bah oui, bah, c'est une équipe qui a envie de qui veut pas être éliminée, ils voilà, donc ils jouent, ils utilisent tout ce qui est possible et imaginable pour rester, en vie. Donc ils vont rejouer dur et agressif et méchant au prochain match. Donc les Warriors peuvent pas se permettre de refaire une prestation comme ça. Ouais, c'est ça, c'est que je pense qu'ils ont pris ils ont pris un jour off. Faut pas oublier que les Warriors, leurs 3 meilleurs joueurs, ils sont tous âgés et leurs 2 meilleurs joueurs, ils ont plus de 35 ans. Mmh. Ça va être leur limite, je pense, sur ces playoffs de toute façon. On est 2 ans trop tard pour que vraiment un duo Curry-Butler domine la ligue. Par contre, ça reste une équipe très solide qui peut aller loin et je pense que là, ils ont pris un jour off. Du coup, Houston, comme tu l'as dit, avec la vivacité, l'agressivité, se retrouve en position de marquer d'un coup plein de paniers. On voit que les Rockets ont quand même eu d'habitude du mal à mettre des points. Et là, ils en mettent 131. Il y a tout le monde qui se balade. Fred VanVleet met 26 points. Dylan Brooks en met 24. Sengun fait 15-9-9. Et Amen Thompson fait Gros 25 match. points à 8 sur 12. 6 Mmh. rebonds, 3 passes, 5 interceptions, 3 contre. Il aurait pu quasiment lâcher un 5x5 en playoff. Et tu vois, voilà, il y avait des espaces. Il y avait une équipe, en fait, il y a une équipe qui n'est pas venue jouer, tu l'as très bien dit. C'est aussi simple que ça. C'est ça, moi j'ai même pas d'analyse, au-delà de ça en fait. Dans le match, j'étais un peu sidéré. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Alors, ouais, les remplaçants ont été un peu valeureux, bon, à la fin, Tu il y veux a une stat folle? ouais, Attends, vas-y. tu veux que je te dise une stat folle? Ouais. Et qui illustre tout? Kevin Knox a mis plus de points que Stephen Curry sur ce match. À partir de là, tout est dit. 14 points pour Kevin Knox, tu vois. Ah, Curry 13 points à 4 sur 12. 13 points, il fait 13 points, 7 passes quand même, mais bon, en 23 minutes après, après c'était rideau. Non, non, vraiment très, très décevant. Bon, ne serait-ce déjà qu'en termes de spectateurs, tu devant le match la nuit, tu te dis, allez, une petite baston sympa et ça va être serré encore. Horrible. Je sais que Bud Hield a été très bon défensivement dans le match précédent, mais je mettrais Ah, quand même Moses Moody dans le 5, moi. mm. Il avait fait cet ajustement. Si je dis pas de bêtises, Hield n'était pas dans le 5 sur le match d'avant.
Moi, je laisserais Moody dans le 5. Il joue plus dur. Moody qui a mis 25 points d'ailleurs en sortie de banc, peut-être qu'il était un peu vexé d'avoir perdu sa place de titulaire. Mais si j'étais Steve Kerr, après voilà, c'est mon avis. Au final, il sait mieux que moi, mais je remettrais quand même peut-être Moody dans le 5 pour tenir un peu plus le choc athlétiquement. Même si c'est un moins bon shooter que Buddy Hield, je trouve que ça reste quand même un mec qui défend un peu mieux. Dans le dernier, Hield était déjà titulaire dans le dernier, mais Ah, bon, il était déjà titulaire. ouais. Ok, autant pour moi, matchs. autant pour moi. Je me souvenais pas. Ok, autant pour moi. Je dis une bêtise, mais Mais ça change pas ça l'analyse. change pas l'analyse. Ouais. Ouais. Je pense que pour arriver très fort avec de l'intensité et de l'agressivité, je mettrais peut-être quand même Moses Moody. Même si c'est vrai que voilà, après, tu as besoin de l'adresse de Buddy Hield, mais bon, que ça soit en sortie de banc ou dans le 5, on verra ce que fait Steve Kerr. Faut juste que les Warriors jouent, en fait. Je pense que c'est le seul. Ah non, mais parce qu'en face, Houston, ils vont jouer. Ça, Ah ouais, Houston, ils vont jouer. Même le prochain, même s'ils sont au bord de l'élimination, ils vont jouer. Donc il faut que les Warriors remontent leur vrai visage. Ils en sont capables, je pense qu'ils vont le faire, mais attention à ces espèces de contrôle et de no-show comme ça, là, j'ai pas trop apprécié. Le seul qui, au final, dans le 5 majeur des Rockets, n'a pas été brillant, mais c'est juste qu'il a eu moins de tirs, c'est finalement Jalen Green, qui s'efface du coup un petit peu, que ce soit de lui-même ou de la volonté des Rockets de jouer beaucoup. Donc il termine à 11 points à 3 sur 8. Faut pas qu'il perde complètement confiance, par contre, Jalen Green. Là, ça reste un joueur très important pour les Rockets. Et si tu veux remonter, être la 14e équipe de l'histoire qui remonte un 3-1, ils auront forcément besoin de Jalen Green. Que ce soit sur le match suivant, sur un éventuel game set, je pense que c'est pas possible de gagner cette série sans au moins un nouveau bon match de Jalen Green. Donc, faut pas qu'il perde confiance. Si même dans une grosse victoire, tu vois que tout le monde a brillé sauf toi, je sais que bien sûr que c'est un sport collectif. Mais quand déjà, tout le monde, on est tous des individus, on a des égos plus ou moins forts. Quand tu es un scoreur, généralement, tu as un ego. Je me dis pas que je suis pas dans la tête de Jalen Green, tu vois, je le connais pas assez. Je suis pas en train de te dire que là, il est pas content qu'ils aient gagné, tu vois, mais je pense que ça peut aussi entacher ta confiance de voir que tout le monde brille sauf toi, quoi. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose sur ce match ou sur l'une des deux séries? On peut peut-être passer juste au résultat du Most Improved Player. Ouais. C'est tombé, c'est Dyson Daniels. Il aura finalement pris un trophée. C'était obligé quand même qu'il lui donne un trophée, non? Ça aurait été dur s'il termine 2 fois deuxième. Ouais. Ouais, meilleur défenseur, j'allais dire meilleur défenseur de l'année. Ouais, le meilleur défenseur de l'année est parti pour Evan Mobley. Et là, alors non, toi, tu avais changé un peu d'avis sur la fin. Tu pensais à moi, je pensais à Austin Reeves, Tyler Hero. Ouais. Reeves termine 5e. Bon, c'est toujours, on en avait parlé de ce flou artistique autour de la définition des critères. Est-ce que c'est le changement de statut? Est-ce que c'est les changements de stats? Bon, il a eu plus d'opportunités qu'à Atlanta qu'à New Orleans, mais moi, en fait, je leur ai donné un trophée qui n'existe pas en NBA, mais c'est plus révélation. C'est plus la révélation que est-ce qu'il a vraiment progressé en tant que tel. C'est la révélation de l'année là, par rapport aux autres concurrents. Cunningham, il y a une forme de révélation aussi. Je préfère cet intitulé-là parce que le Most Improved, toujours très très dur à considérer qu'est-ce qui a progressé chez lui. Il y a des choses qui ont progressé, hein, sa confiance, on parlait de confiance, je pense que sa confiance d'être important dans une équipe, d'être exposé, ça joue. Mais sinon, je pense que ça a été la révélation sur son niveau défensif et sur le fait que c'est pas qu'un défenseur en plus, c'est faire d'autres choses. Donc révélation de l'année, et puis la Most Improved, c'est très bien pour lui, pour Dyson Daniels. Deuxième, Ivica Zubac. Ouais. C'est ça. Et troisième, Kate Cunningham. Quatrième, Christian Brown. Et après, Austin Reeves. C'est très bien. J'aime beaucoup ton idée. Révélation de l'année, je trouve que c'est le meilleur intitulé, en fait. C'est le mec que personne ne connaissait. Tu prends, en fait, alors ça dépend si on cherche auprès du grand public ou des experts, entre guillemets, mais les gens ne connaissaient pas du tout Dyson Daniels. Je pense que Kate Cunningham, le fait qu'il soit first pick, Zubac qui a joué aux Lakers, aux Clippers, même s'il était sous-médiatisé, là, Daniels, je pense que les 3/4 des gens qui suivent un peu de loin, ils ne savaient pas qui c'était. Enfin, là, ils l'ont découvert cette année. Ouais. Je réagis sur Austin Reeves. Je reviens en arrière. Il faut qu'on reparle de LeBron aussi brièvement avant de terminer ce CQFR. Austin Reeves, il a quand même pris ses responsabilités. Il a dit c'est vers moi qu'il faut pointer du doigt le responsable de la défaite. Donc fort quand même de sa part. C'est un mec qui est non drafté. C'est un mec que personne n'attendait à ce niveau. Il se retrouve 3e option légitime de l'équipe la plus glamour de la NBA, d'un candidat au titre potentiel. Il
tient son rang quand même. Il avait tenu son rang en playoff jusqu'à présent, Ouais. notamment dans l'année où ils vont en finale de conférence. Là, effectivement, il passe à côté de sa série et il a quand même le courage en conférence de presse, tu vois, alors qu'il y a LeBron et Luka dans son équipe, tu vois. Et il dit, Mmh. ouais, c'est moi le responsable, c'est moi qui ai été nul. Fort de sa part. Et je voulais parler de LeBron parce qu'il s'est quand même exprimé un peu sur son avenir à lui. Est-ce Ouais, que c'est ça. retraite par retraite? Ouais, c'est ça. Alors c'est bon, il avait fait une réponse un peu floue, mais il est moins c'était un tout petit peu moins mystique que c'était il y a 2 ans où il avait fait un truc, je sais pas si je serai encore là l'année prochaine. Là, c'était plus combien d'années tu la question c'était combien d'années tu penses, continuer à jouer? Et là, il a dit: «Bah, j'ai pas encore de réponse à cette question, je vais en parler avec, ma femme, ma famille, mes proches, et je vais avoir une conversation avec moi-même pour déterminer combien de temps je veux continuer à jouer». Et quand même dans ce passage média, il a dit que le plus grand accomplissement de sa carrière, c'était d'avoir joué avec, son fils. Et du coup, bah, les gens qui peuvent Est-ce que imaginer, tu changes d'avis, Shai? Est-ce que que tu penses toujours non, qu'il va jouer jusqu'à 45 ans? Jusqu'à ouais, 44 ans? ouais, je pense. Peut-être pas, alors 44, j'en sais rien, c'est loin, mais je pense qu'il là, le fait qu'il y ait Luka dans l'équipe, je pense que ça lui a redonné un coup de fouet. Si toutefois il hésitait, à mon avis, il hésitera pas. Faut attendre de voir comment ça va se passer au niveau de la construction de l'équipe, cet été, mais je pense que LeBron sera encore là l'année prochaine et peut-être même encore, ouais, 1 an ou 2 après. Je veux dire sur la forme physique et tout, il est il est encore incroyable. Mais oui, est-ce que par contre, est-ce qu'il a la volonté de laisser un peu planer le doute avec ce genre de déclat? Ouais, je pense. Je pense qu'il aime bien. Moi, je vais rester sur la prévision que j'avais fait Mmh. exactement l'année dernière. Je vais te dire, À la il fin lui de l'année. reste une saison. J'ai dit, il va annoncer sa retraite. Je crois que l'an dernier, mon pronostic, Mmh. c'était, il va annoncer sa retraite durant l'année 2020, durant 2025-2026. Et moi, je pense que cet été, pas sa retraite en 2025-2026, il va annoncer sa retraite. Donc, il va annoncer sa retraite en 2025. C'était ça, c'est un truc comme ça, ma Mmh. prédiction. Donc, moi, je pense que LeBron, cet été, après avoir potentiellement pris une petite ristourne, je pense qu'en tout cas, Ça si reste à voir, ouais. il peut renoncer à son contrat à 50 millions, signer pour moins, laisser les Lakers recruter, annoncer que c'est sa dernière saison, se motiver comme un fou à se dire c'est la dernière et en plus on va être candidat au titre, donc je vais tout donner, avoir son farewell tour et éventuellement partir sur une bague, ce que Michael Jordan aurait pu faire mais n'a pas fait. Le scénario, il est tout écrit, c'est du Nike et genre là, du 2025-2026, c'est sa dernière saison. Les Lakers, genre, seraient loaded. Je suis désolé de continuer à employer des mots anglais, ça devient un running gag. Running gag. On passe- Et tu vois, genre, avec vraiment, genre, on recrute un pivot, on Mmh. prend des shooters. Moi, je prends une petite ristourne. Je me mets à fond cet été comme un dingue parce que je sais là vraiment qu'il faut que je sois au top. J'entraîne Luca avec moi. Je lui dis non, mon coco, là, c'est ma dernière saison. Et moi, je pense que LeBron, il joue pas au-delà de 2026. Moi, je pense qu'il va rien annoncer du tout cette année, qu'il va juste dire qu'il active son option à 52 millions de dollars. C'est Et possible aussi qu'il et que par contre, là où il pourrait prendre une retraite plus tôt que ce que j'avais imaginé, c'est s'ils sont champions l'année prochaine, la possibilité de partir sur un titre, là, ouais. Mais à mon avis, il va s'accrocher. Je sais ouais, c'est un feeling, hein. Je pense qu'il va pousser, pousser. Le record de longévité, et en tout cas d'excellence à ce niveau-là, à cet âge-là, je pense qu'il va pousser, mais écoute, on verra. Ça va dépendre de Il m'a semblé fatigué quand même par ouais, il est moment. fatigué, ouais, il crevait, mais c'était pas obligatoire, hein. Peut-être que dans une équipe construite différemment l'année prochaine, il aura peut-être pas à en faire autant. Enfin, je l'espère parce que sinon c'est un peu inquiétant pour lui et pour les Lakers. Mais ouais, ça va être encore c'est un fil rouge à suivre pendant l'été. D'un côté, je comprends, je le vois bien, le coup du farewell tour à la Kobe, ça peut être intéressant, mais quand tu as une équipe qui est théoriquement compétitive et candidate au titre, c'est Ouais, quand même une distraction problématique, je trouve. c'est vrai, c'est vrai. Tu as Heu, tout à fait raison. Kobe, on savait que les Lakers, avec l'équipe qu'il y avait, il y aurait rien. Même Paul Pierce, bon, Paul Pierce, il l'a fait aussi, hein, le farewell tour, dans mon souvenir, je crois. Mais LeBron le mériterait en soi, mais je pense qu'il l'aurait fait s'il y avait une équipe des Lakers, sans Luka. Là, l'équipe, elle doit être compétitive, donc je serais très étonné. Mais Je on peut être surpris. je serais très agréablement surpris par LeBron s'il arrivait à partir sans avoir un farewell tour. Si juste après une saison, Ouais. après, quelle que soit l'issue, il dit: «Bah, là, j'arrête», je serais impressionné, voilà, par le côté: «OK, j'ai pas voulu de cette gloire».
dont il est quand même, bah, voilà, je c'est pas une critique, non, il raffole, je sais pas s'il en raffole, mais il apprécie, ça fait partie Je sais de pas, parce que le coup du farewell son tour là, personnage. quand j'y repense, avec Kobe, enfin, au niveau médiatique, c'est quand même bien fatigant. Alors quand, il y a rien à jouer sur le plan sportif, c'est pas grave parce que du coup, tu te concentres sur les médias et: «Ah, mes souvenirs à tel ou tel truc». Alors LeBron, il sera capable de le faire sans souci ça, mais s'il doit vraiment être compétitif, ça va lui prendre du temps, de l'énergie. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. J'ai l'impression que médiatiquement, LeBron, en fait, c'est encore plus dingue que Kobe et c'est fou ce que je viens de dire. Mais en fait, quoi qu'il arrive, qu'il y ait Farewell Tour, pas Farewell Tour, une équipe avec LeBron médiatiquement, c'est un niveau, Ouais, bien sûr. après oui, tu as raison, ça serait encore un truc au-dessus, hein. Heu, mais ouais, ouais, c'est vrai que quand tu es candidat au titre, c'est pas Mais parce c'est que là, peut-être ils vont pas lui le demander pas à chaque fois idéal. s'il fait ça, s'il fait comme Kobe, tu vas avoir, 3-4 questions à chaque match sur: «Alors, ça se rapproche de la fin maintenant, 4 mois, 3 mois», enfin ça va être c'est des trucs en plus. Pour moi, c'est de l'énergie, la fameuse charge mentale dont il a pas besoin en plus, alors qu'il va être encore très important pour les Lakers l'année prochaine. Mais, affaire à suivre. Yes, affaire à suivre. Allez, on va arrêter ce CQFR là-dessus. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, à vous abonner si jamais c'est le cas, même si oui, les titres, ils spoilent. Bah, ouais, je sais, on va pas titrer Game 4, Minnesota, je sais plus qui nous a soufflé ça. Non, ça n'arrivera pas, je suis désolé. Donc quand même, on doit vivre un petit peu de notre métier. Merci. Après, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais si vraiment vous voulez pas être spoilé, ne mettez pas la cloche. Mais abonnez-vous quand même. Allez, et n'oubliez pas, le replay de la Late Session sera disponible, cet après-midi. Replay qui est d'autant plus drôle maintenant qu'on sait que les Milwaukee Bucks sont éliminés. Absolument. Ça prend une tournure absolument comique. Et on se retrouvera demain, bien sûr, pour un CQFR. Allez, bonne Allez, journée à tous. Ciao, ciao. ciao, à demain.